Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Parlons vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Nous allons parler de l'écriture inclusive. Mais oui, parce que ça fait débat. Ça fait débat, évidemment, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Ça fait débat d'autant plus en ce moment que 2 professeurs de l'université Lyon 2 ont proposé à leurs élèves de rédiger leur examen en français standard ou inclusif, avec la forme d'inclusivité maîtrisée. Il faudra qu'on explique ce qu'est l'inclusivité maîtrisée. Bien, l'écriture inclusive qui provoque évidemment des réactions. Est-ce une manipulation politique de la langue? Est-ce une représentation par le langage de la diversité sociale et de la diversité des minorités? Est-ce une confusion entre genre grammatical et genre biologique? Nous irons peut-être plus loin aussi. Faut-il renoncer à la primauté du masculin sur le féminin? Ça aussi, c'est une question posée dans le débat autour de l'écriture inclusive. Pour parler de l'écriture inclusive, nous avons plusieurs invités. Élodie Mielczarek, qui est sémiologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Notre ami Alain Bentolila, qui est là régulièrement, qui est linguiste français, célèbre linguiste, auteur de Pour une école de la résistance aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Alain Bentolila, merci d'être là. Vous tous, vous pouvez intervenir, 0826 300 300. Vous le savez, mais je vais commencer avec un invité au téléphone, Ralph Muller, qui est doctorant en littérature française à l'Université de Genève. Ralph Muller, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Bien, Ralph Muller, est-ce une confusion, l'écriture inclusive, entre le genre grammatical et le genre biologique? Oui, tout à fait. Je pense que c'est le cas, mais je pense qu'en amont de cette confusion, il y a ici une confusion plus grande encore entre la langue et le discours. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, les tenants de l'écriture inclusive, en voulant réformer l'écriture, ils s'entraînent à la langue dans son fonctionnement structurel. Et donc la langue comprise de cette façon-là, c'est en fait rien d'autre qu'un système combinatoire de signes, un ensemble de conventions qui permettent l'expression. Le discours ou la parole, c'est l'usage qu'on fait tous de ce système. Ce système qui donc, en tant que virtualité, ne dit rien. Oui. Ni bon, ni mauvais, ni masculiniste, ni féministe, etc. Et donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous pouvez tenir un discours misogyne en pratiquant l'écriture inclusive, comme vous pouvez tenir un discours féministe en écrivant de façon normale, quoi. Oui. On peut pratiquer la langue que l'on connaît aujourd'hui et être féministe. Absolument, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous lisez Le Deuxième Sexe, qui n'est pas le moindre des textes féministes, il est écrit dans un français normal. Je ne sais même plus comment l'appeler, le français, quoi. Oui, nous développerons, mais peut-être que l'écriture inclusive est défendue par les non-binaires, ceux que l'on appelle les non-binaires, qui finalement ne se reconnaissent ni dans le genre féminin, ni dans le genre masculin. Oui, alors ça, c'est vraiment l'écriture inclusive poussée dans ses derniers retranchements par l'intégration du X. Oui. Qui vient se faire un chemin là dans la série de points maintenant qui termine les termes. Mais je dirais que le problème de l'écriture inclusive, il est assez indépendant de la question des non-binaires. Alors nous allons voir si c'est une manipulation politique. Peut-être. Nous allons voir si la langue française est machiste. Est-elle machiste, Alain Bentolila, la langue française? Non, une langue n'est pas machiste ou féministe. Une langue, comme le dit notre invité, Ralph Muller, il a raison. Toute cette affaire repose sur une confusion absolue, une ignorance crasse de ce qu'est véritablement le fonctionnement d'une langue. Il y a le genre grammatical qui permet aux adjectifs de s'accorder avec le nom, aux verbes de s'accorder, au participe passé du verbe de s'accorder avec le nom masculin, féminin ou pluriel. Oui. Genre et nombre, en gros. Ça, c'est le genre grammatical. Bon. Oui. Et puis, il y a le monde. Le monde, c'est effectivement des hommes et des femmes. Oui. Des enfants, des petits garçons, des petites filles, etc. Et puis ceux qui sont
ni l'un ni l'autre et qui se veulent différents. Peu m'importe. Peu importe qu'ils soient différents ou pas. Mais oui, la langue ne porte aucun jugement et ne reflète aucune inégalité voulue, volontaire sur ceux qui l'utilisent. Mais, si vous voulez, à partir de là, il faut bien comprendre une chose, c'est que confondre sexe et genre grammatical est une bêtise absolue. Ça n'a aucun sens. Bon. Ça n'a aucun sens. Élodie Melek-Sarek, vous êtes d'accord ou pas ? Je vais vous répondre, mais tout d'abord, merci pour cette invitation et merci pour la manière dont vous avez sélectionné vos intervenants, parce que on a été quand même plusieurs à remarquer que ce débat avait souvent été confisqué. Je pense à plusieurs chercheurs qui ont suivi et ont regardé comment, sur les plateaux télé, la parole était distribuée autour de cette question. Je pense notamment aux travaux de Marie Loison et d'autres, qui ont remarqué que c'était souvent des idéologues qui parlaient de cette question-là. Et que moi, je fuis l'idéologie, je vous le dis tout de suite, je déteste ça. Et c'était même souvent aussi des tautologues, pour reprendre ce terme que même les journalistes utilisent, qui se permettaient d'exprimer leur point de vue sur la langue. Et ça, pour moi, c'était quand même assez gravissime. Donc je ne peux qu'être honoré d'être en présence de linguistes renommés pour évoquer cette question-là. On y viendra, mais vous avez soulevé l'essentiel de cette question-là, et je pense que peut-être il va falloir déconstruire un certain nombre de choses ensemble pour aller sur cette question de la primauté, effectivement, du masculin. Déjà, sur la question de la définition de l'écriture inclusive, je pense qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a plusieurs modalités possibles. Alors c'est vrai que la plus visible est peut-être celle qui, en termes de lisibilité, ralentit un petit peu la lecture. C'est souvent ce qu'on appelle le point médian. Donc vous savez, vous faites des points au milieu des mots. C'est-à-dire que je vais prendre des exemples pour que les auditeurs, les auditrices, ou les auditrices et les auditeurs. D'ailleurs, mais c'est de la parole inclusive, ce que vous venez de faire. C'est pour ça que je voulais vous sensibiliser. Celles et ceux. Mais je mets toujours celles et ceux parce que honneur aux femmes. Je veux dire par là. Dans ce cas, vous êtes un réactionnaire machiste, parce que. Pourquoi je suis un réactionnaire machiste ? Vous laissez passer les femmes devant. C'est normal, non ? Et oui, mais ce faisant. Vous établissez une hiérarchie entre les sexes qui ne devrait pas exister. Il faut bien que quelqu'un passe devant, quand même. Si je passe égalité devant... pour égalité. Attendez, mais c'est pour ça que volontairement, je vous ai conduit sur ce chemin-là. Parce que si je passe devant, si je dis ceux et celles, on va dire, mais celui-là, c'est un machiste. Bon, les femmes doivent suivre. Bon. Si je dis celles et ceux, on va dire que ce que vous dites, Alain Bentolila. Alors comment faire ? Alors que moi, j'aurais plutôt tendance à dire, mais c'est merveilleux, vous utilisez une parole qui est une parole inclusive, puisque vous dites celles et ceux, et ça, c'est déjà un langage inclusif. C'est un langage inclusif. Déjà, tout à fait, oui. Il y a plusieurs modalités. Dans l'écriture inclusive, il y a cette question, effectivement, du genre masculin qui l'emporte sur le féminin. Ça, on va en parler. Donc, il y a la règle de proximité. Faut-il renoncer à la primauté du masculin sur le féminin ? Par exemple, il y a la règle de proximité, effectivement, où on pourrait se poser la question de dire si finalement, il n'y a qu'un homme au milieu, qu'un prénom masculin au milieu d'une dizaine de prénoms féminins, pourquoi est-ce que le genre masculin l'emporterait ? Mais vous voyez, il y a une déclinaison en fait sur cette question de la langue inclusive. On peut aussi se poser la question, faut-il modifier la langue ? Mais c'est quand même assez fondamental le point que vous soulevez. Il y a aussi ce qu'on appelle le langage épicène. Le langage épicène, c'est de favoriser des mots qui n'ont pas de genre finalement. C'est-à-dire que j'ai fait cet exercice pas plus tard qu'hier à 18h pour préparer cette émission. J'ai tapé sur Google quels sont les plus grands écrivains. Donc là, on n'est pas sur un langage épicène parce que on peut dire écrivain ou écrivaine. Évidemment, quand je dis les plus grands écrivains, il me sort que des noms masculins, donc Émile Zola, Victor Hugo, Jean-Paul Sartre et j'en passe. Aucune femme. Par contre, si je lui dis cite-moi les plus grands artistes, alors là, artiste, on est d'accord que ça peut être féminin ou masculin. Un ou une. Voilà, exactement. Oui, donc là, c'est un vocable qui est plutôt épicène. Bon, alors j'ai pas eu tellement plus de chance non plus parce que finalement, mais si vous aviez tapé sur 9, quelles sont les plus grandes écrivaines ? Ah oui, là, elle serait ressortie. Mais sauf que nous, dans notre langage, comme le masculin est un genre générique, on va plutôt penser le monde avec le masculin. Et donc, c'est là où ça devient problématique. Il y a des mots qui ne sont ni féminins ni masculins, mais on pense masculin. C'est ce que vous voulez dire. Alain Bentolila, dans notre... Attendez, il est 11h13. Il faut que j'observe une petite pause, là. Puis on revient. Nous revenons. Je fais très attention à ce que je dis ce matin, parce que tout va être remarqué. À tout de suite. Vous voulez intervenir, 0826 300 300.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h16, nous parlons de l'écriture inclusive. Nous allons prendre Jean-Étienne, qui est enseignant et qui veut intervenir. Nous sommes avec Élodie Miel-Ksarek, qui est sémiologue, avec Alain Bentolila, linguiste célèbre, auteur de Pour une école de la résistance. Ralph Muller, qui est aussi avec nous en direct de Genève, doctorant en littérature française à l'Université de Genève. Et avec Jean-Étienne, qui est à Colombes, qui est enseignant donc. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous. Vous êtes enseignant en école primaire, vous dites qu'il faut interdire l'écriture inclusive, mais je crois qu'il y a une recommandation, il y a une interdiction ou une recommandation du ministère de l'Éducation nationale sur l'écriture inclusive? Une recommandation. Alors moi je voulais simplement continuer sur ma lancée et vous dire que je qualifie carrément l'écriture inclusive de péril mortel pour la langue française. Et je la considère comme une tentative de déconstruire la langue et la culture française. Et si je peux me permettre aussi, Monsieur Bourdin, je considère que cette pratique, c'est une atteinte pour moi à la langue française et une expression du féminisme radical. Et je terminerai en disant simplement que je considère que l'écriture inclusive, c'est une tentative de promouvoir une idéologie politique plutôt que de se concentrer sur les questions réelles qui préoccupent les Français. Voilà. Alors, vous posez. Alors, on va demander à Ralph Muller ce qu'il en pense. Idéologie, Ralph Muller? Oui, c'est tout à fait idéologique. Et moi, je dirais que pour moi, le problème le plus grand de l'écriture inclusive, c'est qu'elle nous fait perdre, elle risquerait de nous faire perdre de vue la valeur cognitive du masculin en tant que forme morphologique dans sa capacité à officier comme neutre. Les concepts... Voilà, attendez, il faut que vous expliquiez à l'auditeur, là, parce que c'est compliqué. Allez-y, soyez plus concret, là. Plus simple. C'est pas si compliqué que ça. Si je dis le locuteur pour penser au concept d'une personne qui parle, et pas pour faire référence à un homme qui serait par ailleurs un locuteur, pour penser à cette idée-là, je dois me débarrasser d'un certain nombre de traits distinctifs qui sélectionnent un individu particulier pour penser à un concept. Et le sexe, fait typiquement partie de ces paramètres dont on se débarrasse quand on est en train de penser de manière abstraite et conceptuelle. Or, le fait qu'on fasse des doublets systématiques, bonjour à toutes et à tous, celles et ceux, etc., donne à chaque fois, dans ces cas-là, au masculin sa valeur masculine et non pas sa valeur générique ou neutre. Et donc, à force d'entendre des formulations comme celle-ci, on perd de vue le pouvoir. Vous préférez qu'on dise bonjour à tous, quoi? Tout à fait, parce que quand je dis étudiante, étudiant, ou quand je dis étudiant au pluriel, je ne dis pas la même chose. Dans un cas, je considère que la référence au sexe est pertinente dans la construction, dans mon adresse, d'accord ? Ce qui est un peu nul. Enfin, c'est comme à l'école primaire quand on dit bonjour les filles et les garçons. On s'en fout de préciser qu'il y a des filles et des garçons. C'est pas ça qui est intéressant. Pourquoi on s'en fout ? Parce que c'est pas intéressant. Est-ce que les gens ont besoin qu'on leur rappelle qu'ils sont des hommes ou des femmes ? Non, c'est bien de rappeler la mixité du monde. Non, mais quand je dis chers étudiants, au lieu de dire chers étudiants, le terme n'a pas le même sens et la connotation du terme n'est pas la même. Étudiant au pluriel évoque l'étude, la patience, l'effort, etc., plutôt que simplement mâle ou femelle. Bon, merci Ralph Muller. Qu'en pensez-vous, Élodie Miel-Ksarek ? J'entends tout à fait ce qui est dit. Il y a juste un point qui me semble irrésolu, qui est celui de la question de la neutralité. Parce que, en définitive, prenons une phrase par exemple. Nous avons pris des bières dans le coffre, la bière était chaude. Il va bien y avoir des éléments très factuels que vous allez prendre de cette phrase-là. Le coffre, la bière, c'est bien présent dans la phrase, mais vous allez en inférer un certain nombre de choses. Par exemple, que c'était une journée caniculaire, donc puisque la bière était chaude, alors qu'on l'a prise du coffre, et plein d'autres choses. Et le souci, c'est que, et il y a beaucoup d'études qui le montrent, celle notamment de Pascal Gijax, mais on peut aussi citer celle de Braveur et Lavudrie, qui montrent que quand on utilise un nom dans son masculin, eh bien les représentations mentales qui sont générées ne sont pas à 50-50 féminin ou masculin. On a plutôt une grande tendance à avoir une représentation masculine. Et ce qui pose même problème dans le cadre de sollicitation pour travailler. C'est-à-dire que les femmes, par exemple, quand elles voient une annonce, eh bien,
elles vont davantage postuler s'il y a cette double écriture. Par exemple, mécanicien, mécanicienne, eh bien, elles vont davantage postuler, mais bien sûr, cela est inconscient. Hein, c'est pas toujours conscientisé dans la démarche. On pourrait dire mécanicienne et masculin, et mécanicien, oui, pourquoi pas, mais pourquoi pas? C'est pas de l'écriture inclusive, ça. Eh ben, ça fait partie ici. Ça fait partie oui, de... tout à fait. Oui. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que le français est une des langues qui possède effectivement une différence de genre masculin et féminin. Et d'autres langues n'ont pas de différence de genre. L'anglais, par exemple. L'anglais n'a pas cela. Rappelez-vous, les Anglais qui disent le grenouille, le grenouille, parce qu'il n'y a aucune raison de distinguer le sexe de la grenouille et le sexe mâle et de femelle. Et par conséquent... Oui, mais attendez, il n'y a pas de différence de genre, mais on dit Superman, Superwoman. Exactement. Et par exemple, il y a aussi des... Bien sûr, comme les Anglais disent, peuvent mettre la marque chi devant pour dire que c'est du féminin. Mais autant la langue doit distinguer le sexe féminin du sexe masculin quand on en a besoin, autant dire que le genre, la distinction de genre est systématiquement marque systématiquement le sexe masculin et le sexe féminin est une bêtise. Le plafond, pourquoi le plafond masculin? Pourquoi la fenêtre féminin? Pourquoi la table c'est féminin? Et n'oublions pas, tous les inanimés n'ont pas de sexe. Tous les concepts, la liberté féminine, le bonheur masculin, on comprend bien que tout cela est une récupération. Oui, la liberté, la langue n'est pas fondée sur la dichotomie sexe féminin, sexe masculin. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce constat, mais c'est plus dans les conséquences. C'est-à-dire que même en langue anglaise, effectivement, quand vous mettez une annonce et que vous avez policeman, en fait, on se rend compte que les femmes vont moins postuler. Et donc, il y a une préférence pour dire on va parler de police officer parce que finalement, on va préférer ça. Donc, c'est plutôt dans les conséquences qui me semblent problématiques. Et sur la question de la langue française, les travaux d'Eliane Viennot rappellent notamment quand même que on a évoqué la naissance des droits de l'homme, les droits universaux, et que volontairement c'était pas les droits de l'humain. Il y a quand même eu un choix idéologique parce qu'à l'époque on savait bien alors qu'on avec un grand H. Qui est souvent oublié. Mais effectivement, c'est l'homme avec un grand H. C'est pas l'homme masculin. Oui, mais ce grand H-là, il est très souvent oublié. Humain. Oui, mais c'est très souvent oublié. Et vous voyez, c'est dans cette ambiguïté, justement, que vient se glisser la problématique. Attention, ne pensez pas que je pense que je crois que les femmes ne sont pas humaines. Mais à l'époque, ils pensaient bien que les femmes avaient un rôle et un statut inférieur, alors même qu'elles avaient joué un rôle dans la Révolution. Donc c'était surprenant quand même. Bien entendu, sauf que vous les révolutionnaires étaient machistes, dites-moi. À travers, vous changerez peut-être la langue petit à petit, un jour, peut-être, par la lutte politique. Moi, il ne faut pas se leurrer. Je suis absolument engagé dans une égalité homme-femme, que les femmes gagnent autant que les hommes, qu'elle n'ait pas la charge des travaux d'élevage des enfants, de la maison, etc., en plus de leur vie professionnelle, qu'elles aient accès à tout et à toutes les professions. C'est une lutte politique. Mais on ne se dédouanera pas de cette lutte politique en conversant gentiment dans les salons sur le masculin et le féminin comme étant porteurs de cela, avec toutes et toutes, etc. C'est facile. Dans le combat pour l'écriture inclusive, est-ce que l'on réduit le français à un usage militant et politique? Je veux dire par là, est-ce que c'est devenu une signature politique, l'écriture inclusive? Mais je poserai la question à l'inverse. La langue peut-elle être neutre? Or, je ne crois pas que la langue puisse être neutre, justement, pour toute cette question de représentation mentale et toutes ces inférences que notre esprit va construire quand on est face à un mot, quand on est face à un discours, quand on est face à un texte. Et c'est là où, en fait, il s'agit simplement de proposer des mots ou une manière de dire qui permettent justement de pouvoir maîtriser un peu plus cette question des représentations. Et puis, il y a quand même, alors moi, je suis d'accord avec ce que vous dites d'un point de vue descriptif, mais c'est vrai que la violence symbolique
symbolique du le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Ah ça, nous allons débattre. C'est vrai après. que ça pose question. Est-ce qu'il faut remettre en question la primauté? Je vous renvoie l'histoire de la fenêtre et du fauteuil. Fauteuil est masculin parce que c'est du genre masculin. Fenêtre est du féminin, genre féminin. Si la fenêtre l'emporte sur le fauteuil, peu m'importe. Il se trouve que 15% des mots du français, environ, marquent des distinctions de sexe. 15% des mots environ. Le reste, à peu près. Le reste, c'est les inanimés et les concepts. Oui. Et donc, ceux-là n'ont rien à faire, n'ont rien à voir. Ah, même si la liberté est plutôt représentée de façon féminine, c'est une. Vous voyez, c'est ça la question. Mais à quoi ça sert le genre? Le genre, ça sert à marquer les accords. Qu'est-ce qui marche avec quoi? C'est uniquement grammatical. Mais oui, vous vous rappelez l'exemple que je vous avais donné un jour? Je vous avais dit, prenez la phrase suivante, la mort de l'homme que j'ai toujours désiré. Oui. Et où est eux? L'espace d'une lettre, d'un accord de genre, va faire de cette phrase... c'est l'homme qui est désiré ou c'est la mort qui est désirée? La mort. Hein, et la mort ou l'homme? La mort ou l'homme. Et c'est tous ceux qui vous disent il faut réformer l'orthographe, il ne faut pas accorder, etc. Je leur dis, remercions la langue française de nous permettre ce genre de nuances. Et de réflexion. Oui. Et donc, soyons... un peu d'humilité. C'est un bon exemple, ça. La mort de l'homme que j'ai toujours désiré, c'est un très bon exemple. Ce qui est certain, c'est que cette question, on le voit bien, elle est très idéologisée, comme vous le disiez, elle est très politique. Et avant de se poser cette question-là, il est certain que les fondements et la maîtrise de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe sont quand même à mettre au premier plan. Alors je pensais que c'était votre enseignant, votre auditeur qui allait énoncer ce point-là en disant mais finalement, moi j'ai beaucoup de mal déjà à transmettre des règles de base. Donc voilà, il se passe déjà quelque chose. Mais quand même, revenons-en à ces règles de base. Imaginons un élève qui est en CP, en CE1, il ouvre son livre de grammaire, et bien si on lui demande, on va lui dire tiens, un anglais typique se balade sur les rues, le long de la Seine. Et ben si je vous demande décrivez-moi un anglais typique, il y a de fortes chances pour que vous me décriviez un anglais de sexe masculin et non pas une anglaise. Et c'est là où quand même on peut se poser cette question. Alors il faut mettre un anglais ou une anglaise. Voilà, exactement. Ou une anglaise et un anglais. Peut-être. À chaque fois, il faut s'imposer, si j'ai bien compris, à chaque fois, il faut s'imposer un double. Pas que le fait de changer quelque chose dans la langue change quelque chose dans la mentalité. Les mentalités se forgent par la discussion, le dialogue, la lutte. La lutte, j'entends bien, la lutte réelle, politique. Et en aucun cas, si vous voulez, le fait de changer quelque chose dans la langue... Je vais poser une autre question, Alain Bentolila. Si la langue française est vivante, comme on le dit, à juste raison, bien sûr, pourquoi son écriture ne le serait-elle pas? Elle est vivante, l'écriture du français. Elle est vivante, elle n'est pas figée. Avec des règles grammaticales. Avec des règles grammaticales. Enfin, quand une pseudo-linguiste vous sort un bouquin, je parle comme je suis, en disant finalement on parle comme on veut, on écrit comme on veut, hein, et peu importe finalement. Mais non, on n'écrit pas comme on veut. On écrit comme on veut être compris. On lit comme on veut comprendre les autres. Les règles, les normes arbitraires sont là pour nous réunir, pas pour nous opposer, pour nous réunir. Si vous et moi, nous n'acceptons pas d'appliquer des règles communes sans les négocier à tout moment, or là on est en pleine négociation de règles, alors évidemment nous arriverons à une société où nous ne nous comprendrons plus. La règle ça c'est très très intéressant. La règle est la condition même. C'est l'incompréhension entre les êtres. Évidemment. Ça encourage l'incompréhension entre les êtres. Ce débat autour de l'écriture inclusive. Alors attendez. Il est 11h30. C'est très très intéressant ça. 11h30. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h34. Le débat se poursuit autour de l'écriture inclusive. Et pour nourrir ce débat, nous sommes avec Rémi Perrade, qui est délégué national de l'UNI, l'Union nationale des étudiants. C'est cela, Rémi Perrade, bonjour.
Bonjour, alors c'est l'Union nationale interuniversitaire. Interuniversitaire, oui, c'est étudiant, hein. Oui, on est d'accord, Rémi Perrade. Tout à Alors, fait. l'écriture inclusive à l'université, vous dites non, 1000 fois non, pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que alors d'abord, il faut préciser que l'écriture inclusive à l'université, ce n'est pas un débat comme vous l'organisez depuis le début de l'émission, c'est une norme et c'est imposé par beaucoup de professeurs et de présidents d'université aux étudiants. On dit non, Attendez, Rémi Perrade, laissez-moi vous poser une question. Vous dites c'est imposé par de nombreux professeurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je suis étudiant, si je rends ma copie sans avoir utilisé l'écriture inclusive, je risque des points en moins ? Alors non, on n'est pas à ce stade. Quand je dis imposé, on n'en est pas là quand même. Alors, en tout cas, pas à notre connaissance, mais quand je dis imposer, ça veut dire que c'est en train, que les professeurs l'imposent dans certains de leurs cours à l'écrit, le mettent dans les énoncés d'examen comme l'Unilion l'a révélé il y a un mois dans l'examen que vous avez cité au début de l'émission. Voilà, imposer, ça veut dire que des présidents d'université vont envoyer des mails aux étudiants en écriture inclusive. Et donc ça sous-entend à l'étudiant que s'il veut se conformer à ce qui se passe dans son établissement, il doit faire comme ses enseignants, comme une partie de ses enseignants ou comme son université. Donc pour se faire bien voir ou pour peut-être, pourquoi pas, pense l'étudiant, avoir de meilleures notes, il doit utiliser l'écriture inclusive. C'est-à-dire qu'on l'impose. On l'impose. Vous pensez que dans les universités françaises, on est en train d'imposer l'écriture inclusive ? À petit, oui, c'est bien le cas. Et encore une fois, de manière, alors pardonnez-moi du terme, mais de manière un peu totalitaire. C'est-à-dire que pour certains, on est réactionnaire quand on s'oppose à cette écriture-là. Et là où, encore une fois, l'écriture inclusive, vous l'avez souligné, ne représentait que le point médian, l'usage du point médian dans les mots, les phrases, etc. Aujourd'hui, on en arrive à inventer de nouveaux mots parce qu'on considère que l'écriture inclusive avec des points médians, c'est beaucoup trop machiste en réalité parce qu'on met d'abord le masculin puis le féminin. Donc on en est à inventer des mots. Par exemple, pour remplacer toutes et tous, on va dire tous avec un X à la fin. Donc voilà. Yel, et puis pour remplacer oncle et tante, on dit toncle. Et puis voilà, au lieu de papa et maman ou maman et papa, on dit mappa. C'est exactement ça. Donc, on en vient à des absurdités de ce genre. Ça vous fait rire, Alain Bentolila, hein, je vois. Mais ça veut prêter un sourire, mais c'est extrêmement dangereux parce que on enseigne aussi aux futurs enseignants. Vous savez, à l'université, on forme les futurs enseignants du secondaire et évidemment de l'université. Et ces enseignants-là, d'ailleurs, c'est écrit dans l'article du Figaro d'hier qui en parle très bien, on impose aussi à des futurs enseignants cet usage de l'écriture inclusive et on leur explique que ça va devenir la norme, notamment également dans l'éducation nationale, malgré la demande de Jean-Michel Blanquer à l'époque de ne pas l'employer, on sait très bien que ça peut arriver et que ça va arriver. Oui. Alors, on voit les extrémistes de l'écriture inclusive qui vont bien au-delà de l'écriture inclusive en elle-même, puisque on invente des mots. Donc là, on va bien au-delà. C'est plus de l'écriture. Mais c'est un marqueur, c'est devenu un marqueur idéologique. Oui, c'est un marqueur idéologique. Voilà, c'est un marqueur. C'est clair pour vous, c'est clair, Alain Bentolila. C'est un marqueur idéologique. Oui. Ça n'a aucune prise sur la réalité des choses. Bon. Ça nous change. Alors, Élodie Melxarek, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec tout ça. Alors, c'est vrai que la question du point médian, elle est tout à fait particulière. Et alors, donc, expliquez ce qu'est le point médian. C'est ce que vous disiez, tout point TE.S. Voilà, pour ça dire, c'est le pour point médian. Inclure le tous et toutes. Bon, donc ça effectivement c'est une question qui est particulière parce qu'en termes de lisibilité, en termes de praticité, en termes d'accès à la langue, j'entends tout à fait ces points-là. En revanche, quand je fais mes mails volontairement, je mets bonjour à tous et à toutes, je ne pense pas que là je sois en train de déconstruire la langue. Non. Je pense simplement que dans mon public, la langue. Voilà, j'utilise la langue autrement et c'est important pour moi de souligner qu'effectivement dans mon public auquel je m'adresse, il y a des femmes et des hommes.
être représentée. Et je suis désolée, je ne voudrais pas être trop désagréable aujourd'hui, mais je suis un peu surprise, voire même un peu déçue, parce que qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait une femme qui me dise « Ah mais moi je suis contre l'écriture inclusive » et qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait un homme qui me dise « Ah mais moi j'adore, je suis pour l'écriture inclusive ». C'est que souvent, un appel à nos auditeurs, 0826 300 300. Souvent on est aussi dans des visions un peu entre guillemets clichés, ou peut-être parce que effectivement moi étant une femme, eh bien il m'a semblé important de pouvoir utiliser, alors pas tout le long de mon mail, mais en début de mail et à la fin de mon mail, parfois avec le point médian, mais pas dans le corps de texte, et en tout cas quand j'écris des livres, de préciser dès l'introduction que oui, je vais utiliser le genre générique, mais effectivement volontairement, mais en n'oubliant pas qu'il y a du féminin, mais je le précise tout de même, et cette précision-là, elle est totalement fondamentale. Ça n'a rien à voir avec l'écriture inclusive, ça a à voir simplement. Je souligne quand même le genre effectivement des personnes auxquelles je m'adresse. À vos interlocuteurs en manifestant votre intérêt égal pour les hommes et pour les femmes. Mais les extrémistes se situent à tous les pôles, puisqu'il y a effectivement, on vient de l'entendre, les tenants à l'université de ceux qui veulent absolument. Vous êtes un extrémiste, Rémi Perrade. Mais il y a aussi ceux qui refusent même d'être dans cette inclusivité du féminin et du masculin, et de dire bah non, c'est bonjour à tous, point. Donc voilà. Voilà. Est-ce qu'il faut dire bonjour à tous ou bonjour à toutes et à tous ? Ça dépend du choix de chacun. Je pense pas qu'on soit extrémiste. Je pense que les extrémistes sont plutôt ceux qui sont en face de nous, qui cherchent sans cesse à tout déconstruire et qui sont en réalité... vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bourdin, de votre détestation de l'idéologie. En réalité, dans cette question-là, à l'université, on est complètement dans l'idéologie de la déconstruction. On est complètement dans cette idéologie de mai 68 qui fait toujours ravage à l'université. Oui, c'est de l'idéologie. Oui, là, je suis assez d'accord avec Rémi Perrade, non ? Oui, c'est un marqueur. C'est politique. C'est un marqueur. Politique. C'est un marqueur. Pas politique d'ailleurs, idéologique. Idéologique, pas politique. C'est pas politique. Oui, d'accord. Idéologique. Le politique, alors, il y a aussi, pardon. Le politique, c'est la cause des femmes. Aux non-binaires. Qui ne se reconnaissent. Et beaucoup. Oui, aujourd'hui, les enquêtes montrent qu'il y a des jeunes qui ont 16, 15, 16, 17 ans et qui se disent non-binaires, qui ne se reconnaissent ni dans une femme, ni dans un homme. Et donc, eux disent, nous avons besoin d'une langue. En fait, c'est une revendication, Élodie. Oui, le YEL, typiquement, effectivement, permet de ne pas choisir entre le il et le ils elle. Inventent donc... Qui n'a pas eu de suite. YEL a tenu quoi à moi. Oui. Et a disparu. Oui, mais ils défendent la création de nouveaux mots. Oui, bien sûr. Et je pense que ce débat aujourd'hui, il a une vraie raison d'être, dans le sens où, si on se rappelle aussi les travaux d'un sociologue émérite, qui était Serge Moscovici, qui a beaucoup travaillé sur le rôle des minorités et la manière dont, en fait, l'innovation dans la société était davantage portée par les minorités. Alors, ces travaux ont eu beaucoup de résonance, parce qu'à l'époque, on pensait toujours que c'était la majorité qui imposait la norme, et lui a montré par ses travaux que non, au contraire, la minorité avait une vitalité, et que c'est souvent par les minorités que le changement de société s'effectuait. Donc effectivement, c'est pas parce que la majorité n'utilise pas cette écriture inclusive ou utilise peu le YEL que ce changement-là ne va pas se produire en langue. Oui, mais Alain Bentolila a écrit que l'écriture inclusive est un renoncement à intégrer des personnes qui parlent peu ou pas le français. L'écriture inclusive posera les plus gros problèmes aux élèves fragiles, c'est très clair. Oui. Ceux qui ont... Parce que là, on va être dans le concret à l'école. Absolument. À l'école, si on impose l'écriture inclusive, ce sont les plus fragiles qui vont en souffrir. Bien sûr, parce que c'est plus compliqué. C'est une complication supplémentaire. Oui. Et donc là, effectivement, il faut bien se comprendre une chose, c'est que le rôle de l'école, c'est d'apprendre à utiliser les normes qui nous réunissent. Oui. Et à partir de là, dès l'instant où ces normes deviennent plus compliquées, seuls ceux qui, et d'ailleurs ceux qui chez eux auront des parents plutôt favorables à l'écriture inclusive, eux pourront peut-être l'appliquer, mais les autres non. Donc si l'écriture inclusive devient véritablement une norme et une mesure de compétence, à ce moment-là, effectivement, ce sera les plus fragiles qui paieront. Alors, il est 11h43, vous me répondrez après. Est-ce qu'il faut l'interdire, carrément ? La recommandation est claire. Est-ce qu'il faut l'interdire ? On va en parler juste après la pub, 11h43.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, nous allons continuer notre débat et Frédéric se joint à nous. Frédéric est à Paris. Bonjour Frédéric. Comment ça va, Jean-Jacques ? Ça va très très bien, Frédéric. Qu'est-ce que vous vouliez dire, mon cher Frédéric ? Écoutez, je trouve que vous avez levé un lièvre, mon cher ami, parce que lorsque je dis bonjour à vos intervenants également, bien sûr, vos invités. Oui. Lorsqu'il parlait, ce monsieur tout à l'heure, que effectivement, cela allait peut-être nous conduire à ce que les gens ne se comprennent plus. Et vous avez dit, c'est très. C'est Alain Bentolila qui disait cela. Oui, c'est très intéressant comme réflexion. Et je trouve effectivement que c'est très intéressant et c'est probablement, à mon sens, le cœur du problème. C'est quelque chose qui vient se mettre en plus, si vous voulez. Parce que moi, j'ai la sensation aujourd'hui que plus ça va, plus le terme est impropre, mais plus on débilise les gens. On débilise les jeunes. Le niveau d'éducation, c'est une catastrophe. Ce que j'expliquais à Emmanuel au téléphone tout à l'heure, moi j'ai ma fille qui a 12 ans, elle a sa petite cousine qui a à peu près le même âge. Ma fille est dans le privé et elle est dans le public. Je vois la différence de niveau, c'est effarant. Mais c'est effarant. Il y a plus d'1 an et demi d'écart entre ce qu'apprend ma gamine et ce qu'apprend sa cousine. On les gave du matin jusqu'au soir avec des émissions de télé ou sur les réseaux sociaux, des trucs d'une débilité profonde. En fait, on les débilise, quoi, nos enfants. Et effectivement, avec ce système d'écriture, plus ça va, moins les gens vont arriver à se comprendre, parce qu'on a cette chance avec la langue française. Il y a probablement d'autres langues dans le monde d'ailleurs où c'est le même cas, mais on a cette chance qu'elle soit suffisamment subtile et fine pour arriver à amener tellement de détails dans nos discussions, tellement de détails dans nos écrits, qu'on peut arriver à faire comprendre des choses infiniment fines. Plus ça va, moins on va pouvoir le faire. Et moins on va pouvoir le faire, plus on va pouvoir contrôler plus comprendre. Oui, Frédéric, vous allez loin. Vous dites, vous allez loin, mais je comprends ça. Vous dites, c'est finalement la langue, c'est le garant de l'unité nationale. Est-ce que c'est le garant de l'unité nationale ? La langue est le garant de l'unité nationale, absolument. Une langue forte, partagée par tous, est le seul garant sérieux de l'unité nationale, et je me tourne vers un État français qui n'a pas su mettre au cœur même de l'intégration de ceux qui viennent d'ailleurs cette question, non pas pour les exclure, mais pour les inclure, avec une vraie politique. Et ça, on paye aujourd'hui. Et je dis la langue, non pas... Ça veut dire que l'écriture inclusive exclut ceux... indirectement, ceux qui voudraient s'intégrer dans la nation française. C'est lui faire beaucoup d'honneur. C'est lui faire beaucoup d'honneur. C'est lui accorder trop de place. Trop de place. Par contre, ce que vous dites là, vraiment, sur cette question de la langue réunissant, intégrant, accueillant par un dialogue possible entre nouveaux venus et ceux qui sont déjà, ça, c'est absolument indispensable. On ne sortira pas de la question de l'immigration sans une vraie politique linguistique généreuse. C'est très intéressant. Oui, Élodie. Et c'était d'ailleurs la thèse que vous souteniez dans votre ouvrage Le Verbe contre la barbarie, et vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais encore une fois, j'insiste, ne nous laissons pas non plus duper sur la question de la neutralité en langue. Je pense que la langue n'est pas neutre. Et de fait, il y a quand même cette revendication légitime de faire apparaître le féminin. Alors on pourrait quand même se poser la question de dire, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on fait apparaître la différence des sexes et pas d'autres différences ? Jusqu'où ça peut aller ? Est-ce que du coup, je vais pouvoir mettre ma couleur de peau, par exemple, dans l'écriture ? On pourrait imaginer un langage, par exemple, qui soit propre à ça. Donc ça peut aller très loin. C'est vrai que sur cette question... Exactement, tout à fait. Certaines langues africaines qui distinguent les objets pointus des objets ronds. Exactement. Donc on pourrait avoir la forme de l'objet apparaîtrait en langue, et ça ferait partie de, effectivement, une flexion, une morphologie des mots particuliers. C'est vrai que là-dessus, on pourrait s'interroger et se dire, mais finalement, est-ce qu'on peut organiser, ordonnancer les différences ? Est-ce que la différence raciale, par exemple, elle est plus ou moins importante que la différence sexuelle ? C'est des questions qui sont très périlleuses. C'est vrai que Françoise Héritier, là-dessus, avait un regard qui était assez spécifique, parce que pour elle, c'était la différence sexuelle qui était la plus primitive et la
plus originelle dans nos rapports de société. Donc pour elle, il y avait un primat. Donc exactement. Et donc l'idée, c'était de se dire, si on s'attaque quelque part à une des grandes différences et qu'on s'attaque à la différence sexuelle et de rendre visibles les femmes en langue, eh bien peut-être que ça va permettre une société plus égalitaire. Alors j'entends effectivement ce que vous avez dit. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là. Il faut renverser. Et j'insiste juste quand même sur la question des représentations mentales, parce qu'elle est quand même très importante. Quand vous utilisez un générique masculin, 23% des représentations mentales sont féminines. C'est-à-dire que présentateur de radio, seulement dans 23% des cas, vous allez imaginer une présentatrice radio. Alors que si vous dites présentateur-présentatrice, eh bien là, vous doublez le score. Et ça me semble quand même important à rappeler. Et là, on est quand même sur des données factuelles. Donc il faut... Mais si on parle d'une présentatrice, on va employer le mot présentatrice. Voilà. Oui, mais si on parle d'un présentateur, on va... Présentatrice, mais personne n'empêche quiconque de dire ça. Qui va parler de présentateur radio en pensant à une présentatrice? Mais parce que dans une annonce, par exemple, d'emploi, le jour où vous allez partir à la retraite, et donc une annonce d'emploi, exactement. Je suis d'accord. Et on va dire, pour prendre le lead et prendre la suite de Jean-Jacques Bourdin, il nous faut un très bon présentateur radio. Eh bien, sans doute, peu de femmes vont... oui, je comprends. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense pour ma part que c'est orchestré. Vous voyez, je vais loin dans ma réflexion. Je pense que c'est orchestré, je pense que c'est voulu, que c'est une vraie volonté politique de déstructurer. Moi, je le crois aussi, pour tout vous dire. Enfin bon, je le crois aussi. C'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Oui. Mais malheureusement, plus le temps passe et plus le temps me donne raison. C'est un marqueur. Merci Frédéric. C'est un marqueur. C'est un marqueur idéologique. Il est clair qu'on se reconnaît. C'est un signe de reconnaissance. J'écris de façon inclusive, donc. Alors attendez, je vous interromps parce que j'ai un étudiant en histoire qui est à Montpellier qui voulait intervenir, qui écoutait. Donc vous voyez, ça suscite beaucoup de réactions. Anton, on dit Anton. Allô, Anton. Bon. Il m'écoute pas, il m'entend pas, mais c'est pas grave. Voilà ce qu'il dit. Je suis étudiant en histoire. On nous pousse vers l'écriture inclusive. Est-ce que dans certaines facs, effectivement, ça existe. Oui, Élodie. Je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat, même si je ne vais pas forcément être la garante ou la tenante de ce courant-là, mais que je peux trouver intéressant sur certains aspects. La question de l'exemplarité du masculin. Le masculin l'emporte toujours sur le féminin, contient quand même sa part de violence symbolique. J'ai trouvé les travaux de Lucille Pédevin assez intéressants, puisqu'elle nous rappelait que finalement sur la question de l'exemplarité, alors elle parlait pas de la langue, vous allez tout de suite comprendre de quoi elle parlait, mais je me permets de mettre ça sur le tapis, j'ai pas forcément d'idée sur cette question-là. Mais la question de l'exemplarité sur le masculin. Lucille Pédevin nous rappelle que 97% des prisons sont occupées par des hommes. Pour le dire différemment, tous les hommes ne sont pas des délinquants, mais la grande majorité des délinquants sont des hommes. Donc c'est vrai que on peut comprendre que ça fasse grincer un petit peu des dents, cette question de l'exemplarité du masculin, alors même qu'on est dans une société où finalement on voit bien que l'accès au droit, on voudrait que l'égalité soit là, mais elle n'est pas tout à fait là. Et il y a toutes ces représentations, elle n'est pas là. Elle n'est pas tout à fait. Elle n'est pas là. Et toutes ces représentations symboliques. Pour qu'elle le soit. Mais on ne se bat pas à l'intérieur de la langue, on se bat dehors. Mais la langue nous permet de penser le monde aussi. Alors il y a cette problématique-là. La langue change quand le monde change. Le monde change. Ne changera pas parce qu'on cherche désespérément à faire changer la langue. C'est une illusion totale. Très l'hypothèse de témoignage d'Anton. Je voudrais lui donner la parole. Anton. Oui, bonjour. Bon, je dis Anton, c'est ça? Oui, c'est... Bon, Anton, vous êtes étudiant en histoire. Vous êtes étudiant en histoire à Montpellier. Et on vous pousse vers l'écriture inclusive. Dites-nous pourquoi. Alors oui, écoutez, parce qu'il y en a partout, parce qu'on ne voit que ça, parce que dans toutes les communications que nous recevons sur notre messagerie universitaire, tout est quasiment rédigé en écriture inclusive. Oui. Et moi, c'est simple. La plupart du temps, sauf quand je dois absolument répondre, s'il y a de l'écriture inclusive, je ne réponds pas. Oui. Parce que je parle français. Et ça, je ne l'ai pas appris à l'école primaire quand j'ai appris à parler français. Voilà. Oui. C'est idéologique ou c'est uniquement pour ça, votre position? Non, parce que je parle de l'idéologie dans l'autre sens.
Hein, mais il y a aussi une idéologie. L'idéologie, ça prend tous les chemins. C'est pour ça que je la combats. Parce que ça prend tous les chemins extrêmes, d'un côté comme de l'autre. Je ne suis pas du tout extrémiste. Oui. J'aime beaucoup la langue française. Oui, comme moi, oui. Et je pense que ce n'est pas lui rendre service, si vous voulez, je comprends. Qu'inventer des ajouts, alors même qu'elle est à ce point, d'autres auditeurs l'ont dit avant moi, mais peut-être que mon jeune âge va vous permettre d'appuyer ce fait, alors même qu'elle est si mal aujourd'hui apprise et maîtrisée. Je pense que ce n'est vraiment pas le combat à mener. Il y a un combat à mener par rapport à l'anglais, un combat à mener par rapport à la maîtrise, si vous voulez. Je pense que c'est vraiment partir dans la mauvaise direction. Et à l'utilisation de la langue, l'utilisation et à l'écriture de la langue. Ah, oui, ça, et à la richesse lexicale, qui au-delà de toutes ces questions périphériques, est notre préoccupation majeure. Bien sûr, la richesse lexicale. Est-ce que ça vous interroge pas que ce soit beaucoup des hommes qui se plaignent de cette écriture inclusive? C'est aussi un autre point, quand même. Mais il y a beaucoup de femmes aussi. On les a qui s'en plaignent, mais on les a pas entendus. Oui. Non, mais vous avez raison, c'est une juste remarque. Merci à tous les deux d'être venus nous voir et merci à toutes celles et ceux, vous voyez, qui sont intervenus et qui ont appelé avec un S. Ouais. Hein? Très bien. Voilà. Vous éviterez les attaques sur les réseaux sociaux. Là. Bon, d'accord. Il est 11h57. Vous êtes sur Sud Radio. Merci.